Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une plongée saisissante dans la vie d'une éducatrice spécialisée et à travers elle, dans la vie de dizaines d'enfants, de parents, mais aussi d'institutions et de professionnels de l'enfance. Elle s'appelle Linda Bali, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on révise notre culture générale sur l'actualité internationale pendant toute cette semaine. Question du jour. Comment appelle-t-on les accords qui ont permis la signature en 1978 du premier traité de paix entre Israël et un État arabe? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Franck Tétard. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Sujet de ces années collège, la passion des collégiens pour les maillots de foot. C'est d'actualité avant la fin des huitièmes de finale de la Champions League. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Linda Bali, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous accueillir. Vous êtes devenue éducatrice spécialisée en 2001, d'abord en Seine-Saint-Denis, et vous publiez aux éditions Les Impliqués un texte à la fois beau, poignant, souvent poétique sur ce métier. Son titre, Éducatrice au pays des merveilles. C'est un récit. Alors la dernière fois, Linda, qu'on a accueilli un invité pour parler de l'aide sociale à l'enfance ou de ses métiers, c'était Jacques Trémintin, auteur notamment de Fragments de vie d'un référent ASE. Et votre texte, comme le sien, se présente de manière fragmentée. Vous enchaînez les scènes, vous nous livrez d'invraisemblables tranches de vie. Au fond, cette façon de raconter le métier, c'est l'image même de vos métiers? Exactement, je vous remercie pour l'invitation. Et c'est la manière, en effet, dont j'ai voulu écrire ce livre pour ne rien trahir de ce quotidien extrêmement, en effet, comme vous dites, de manière un peu explosive, où on arrive le matin, on se dit qu'on a une journée plutôt paisible, sans trop de rendez-vous. Et en fait, on va en profiter pour écrire un rapport. Exactement, pour lire un rapport, pour faire un petit peu de chapitre comme ça où le rapport n'est pas du tout écrit à la fin de la journée. Tout à fait, exactement. Et on est tout le temps, en effet, emporté par cette vague de missions, par cette vague d'urgence aussi qui arrive à longueur de journée. Donc j'ai vraiment, en effet, travaillé cet écrit pour rester fidèle à ce qu'on vit au quotidien dans cette profession, en tout cas. Vous le dites dès le début de l'ouvrage, vous avez quitté vos fonctions d'éducatrice à l'aide sociale à l'enfance d'AID parce que, écrivez-vous, le système de la protection de l'enfance me donne parfois le vertige. Oui, exactement. Exactement, parce que c'est un système et un service de protection nécessaire pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de familles aussi, mais où à un moment donné, on ne s'y retrouve pas justement dans la protection, voire même dans la prévention des missions qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire avec les enfants et les familles. Il ne nous donne pas les moyens de protéger les enfants, mais j'ajoute pas tellement les moyens de vous protéger vous-même. Absolument. Absolument, et je pense que pour justement venir en aide et en protection auprès d'enfants et de familles, il faut déjà se sentir bien, il faut se sentir en confiance, il faut se sentir en effet dans cette possibilité, dans cette liberté de pouvoir secourir l'enfant et la famille. Et si on est malmené ou je dirais même chahuté dans l'exercice de nos fonctions pour différentes raisons, c'est vrai que je nomme ça de cette manière-là parce que le système de la protection de l'enfance et malveillant, on arrive à le dire aujourd'hui, et aussi maltraitant, dysfonctionnant. Et en tant qu'éducatrice ou travailleurs sociaux sur le terrain, on a beaucoup de pression, beaucoup de tension, et on n'a même plus la possibilité en fait d'aller vers l'enfant, d'aller vers les familles, à domicile, etc., pour faire un travail de qualité. C'est une profession relativement méconnue, dites-vous, éducatrice spécialisée. C'est une des raisons pour lesquelles vous la documentez dans cet ouvrage. Alors, comment vous êtes arrivé là? Vous vous qualifiez vous-même, je vous cite, de banlieusarde, et vous dites que c'est la vie en banlieue qui vous a permis de vous former. La misère ne s'enseigne pas en institut de travail social. La souffrance est tellement personnelle qu'elle ne s'étudie pas, ne s'imagine pas. Exactement, oui, j'ai voulu aussi mettre en avant une partie de mon enfance, mais surtout de mon parcours, de mon évolution et de tout ce que la magie, justement, d'une vie, d'un contexte, d'un environnement culturel, de banlieue aussi, m'a apporté. Je dirais même dans ma première formation en écho à ce que j'ai pu voir après sur le terrain. La formation en institut de travail social ne suffit pas. Je le vois encore plus aujourd'hui. Et ce qui m'a amené à cette profession, c'est surtout mon intérêt pour l'enfance en difficulté et le travail avec les familles et les parents, des parents que je pouvais justement voir dans ma banlieue, je dirais. Alors ces parents, et notamment, c'est dans votre banlieue, comme vous le dites, que vous commencez très jeune à nourrir une admiration dingue pour les mamans. Oui. Les mères. Ouais. Pour les mères et je dirais pour les pères, mais les mères
je n'ai pas encore réussi à faire d'études là-dessus. Pourquoi toujours les mères en avant? Je dirais les parents, mais c'est vrai que quand je pouvais observer des mères discuter entre elles ou des mères aller chercher les enfants à l'école, faire les courses, réfléchir, discuter. C'est quand même le ciment. C'est le ciment, et puis c'est là aussi où on voit leur manière d'éduquer, de protéger et d'aimer leur enfant. Voilà. Et cet amour qui est imprescriptible. Si je n'ai pas parlé des pères, c'est parce que sur les pères, vous dites un peu autre chose quand même. Alors, ceux qui sont là, ça va. Oui. Mais en revanche, vous dites que quand le père n'est pas là, les souris dansent et se font croquer par les rats. Oui. Il n'y a pas une situation d'enfant en difficulté, écrivez-vous, qui pointe un père présent ou un père reconnu à chaque grosse situation désastreuse. Le père, il n'est pas là. Tout à fait, mais c'est aussi un père qui est absent par la volonté de qui, je dirais? Par la volonté de la mère, par la volonté des institutions. Et c'est ce que j'ai voulu écrire dans ce livre quand il y a une page justement où je donne toutes les raisons que les mères en particulier, mais aussi les services sociaux peuvent parfois mettre en avant pour d'ailleurs détailler ou argumenter des rapports à la juge en décrivant des pères en effet absents. Alors qu'il y a beaucoup de pères qui demandent aussi à être soutenus, à être reconnus dans leur fonction paternelle, mais qui ne le peuvent pas. L'art, tout l'art du travail d'une éducatrice spécialisée, dites-vous, c'est d'être en relation. Oui. Je dirais, c'est le point de départ, c'est le point d'accroche, c'est l'ancrage qu'on a forcément, je dirais, en tant que travailleur social quand on va, que ce soit vers un enfant, même un nourrisson, vers un adolescent, vers un parent. C'est comment entrer en relation et surtout comment respecter la personne là où elle en est dans son parcours de vie. Et comment entrer en relation quand, et là encore je vous cite, l'éducatrice spécialisée ou l'éducateur spécialisé, c'est le relou de service. Ça fait partie des qualités, des valeurs humaines qu'on doit avoir, je dirais même antérieurement à la fonction d'éducateur, mais qui vient justement se développer, s'enrichir au travers des enfants et des parents. Et c'est la manière aussi dont, je pense, on apprécie, on admire notre travail, où les personnes vont le ressentir. Et où du coup, en effet, de l'éducatrice relou ou omniprésente ou embêtante, on va passer à une personne respectueuse, car respectueuse de venir en aide à cette famille, à ses enfants. Parce qu'on la confond aussi souvent, cette personne, avec celle qui prend les enfants. Techniquement, c'est pas elle, c'est l'assistante sociale qui prend ce genre de décision. Ou alors c'est l'éducateur de l'ASE, ou c'est... Alors, celui qui prend la décision, c'est le juge. Le juge des enfants, décision. Tout à fait. Mais celui qui, techniquement, ensuite, va venir retirer l'enfant. Alors, c'est les travailleurs sociaux, mais c'est surtout la brigade des mineurs, pour justement ne pas confondre après nos places, nos rôles et nos responsabilités, puisque si moi, je vais récupérer un enfant... Oui, c'est compliqué ensuite de tisser un lien. Alors là, c'est plus la relou de service, c'est l'ennemi. Exactement. Mais bon, malgré tout, il y a une forme de confusion, parce qu'après, c'est vous l'interlocutrice. Tout à fait. Et la confusion, justement, elle vient empêcher la relation, elle vient empêcher la mise en relation, parce que comment regarder une maman, un papa en face quand on est venu chercher à domicile son enfant? Alors que, et puis, c'est pas notre rôle, puisque notre rôle, justement, c'est d'accompagner après, d'accompagner le parent dans le soutien, dans l'accompagnement, dans la compréhension aussi du fait que son enfant soit confié. Et on peut pas être, en effet, à toutes les places. Un petit mot avant de passer à l'anti-sèche pour dire quand même qu'en protection de l'enfance, il faut avoir le cœur bien accroché. On sort la peur au ventre dans certains cas. Enfin, je pense à un chapitre que vous appelez les menaces d'amor. Je ne sais pas si vous prononcez amor ou amoré. Tout à fait, oui. D'amor. Oui, en effet, il y a des situations qui sont extrêmement douloureuses sur le moment et qui nous suivent, qui nous poursuivent, qui nous empêchent après d'ailleurs d'aller bien ou de continuer à travailler. Voilà, on dit qu'on va vous faire la peau quand même. Tout à fait. Ouais. Alors là, en l'occurrence, c'était vis-à-vis d'une collègue, mais ça montre aussi qu'on est forcément touché. On partage un bureau, on partage des convictions, on partage un quotidien. Et c'est des situations de parents fragilisés qu'il faut pouvoir justement travailler avec beaucoup de distance, beaucoup de recul, avec aussi des professionnels qui peuvent nous entourer, pour ne pas mélanger et puis continuer à travailler. Vous soyez solide et qu'on vous aide quand même. Il faut l'être. Allez, on n'est pas sûr en vous disant qu'on le fait suffisamment. L'éducateur n'est pas un enquiquineur glandeur, il est humain, il travaille avec son cœur et son âme. La charge émotionnelle est intense et il doit faire avec. Extrait d'Éducatrice au pays des merveilles, c'est aux éditions Les Impliqués, c'est signé Linda Bali, Linda que l'on retrouve juste après l'anti-sèche, Franck Tétart.
Franck, bonjour. Bonjour. Vous faites notre culture générale autour de l'actualité internationale toute cette semaine à partir de ce grand atlas 2025 que vous avez dirigé, qui vient de sortir. C'est une coédition France Info Autrement avec une cartographie signée Cécile Marin. Je complète les présentations en rappelant que vous êtes docteur en géopolitique, diplômé en relations internationales et que vous enseignez partout, non j'exagère, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La question qu'on se posait aujourd'hui, comment appelle-t-on les accords qui ont permis la signature en 1978 du premier traité de paix entre Israël et un État arabe? Ce sont les accords de Camp David. Camp David, parce qu'ils ont été signés à Camp David. Et si on en parle, c'est parce que vous consacrez toute une partie au conflit israélo-palestinien et que c'est un dossier où vous dites conflit régional, enjeu mondial. Et on voulait s'arrêter quelques instants cette semaine sur cette dimension de conflit régional qui remonte à la naissance de l'État d'Israël en 1948. Oui, tout à fait, puisque à la naissance de l'État hébreu, il y a une coalition d'États arabes en soutien aux Palestiniens qui vont finalement mener la guerre contre Israël. Il y aura la première guerre au moment de la fondation, 48-49, il y en aura une seconde en 67 et puis une troisième en 73. C'est d'ailleurs à l'issue de cette guerre de 73 qu'un premier processus de paix va émerger qui conduise donc aux accords de Camp David qui vont marquer la paix avec l'Égypte. Alors, on ne va pas vous harasser de dates, mais il y a eu 48, on l'a dit, création de l'État d'Israël, 78, ce premier traité de paix, il y a quand même 94, 13 pardon, de Oslo. Oui. Les accords d'Oslo, je veux dire, c'est un peu l'année de l'espoir. Oui, tout à fait. Et donc, on est sur véritablement un moment clé, puisque les représentants de donc Yasser Arafat de l'OLP vont rencontrer sous égide américaine le Premier ministre israélien Rabin. Et donc, on scelle ces accords d'Oslo qui envisagent pour la première fois la création de deux États et d'un État palestinien dans les frontières donc de 48. Franck Tédard, on parle beaucoup d'un conflit israélo-arabe, mais au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'un conflit israélo-persan Alors aujourd'hui, avec l'Iran, qui a longtemps été un allié d'Israël, oui. qui, avec l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini en 1979, rompt l'année suivante cette alliance. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que l'essentiel du conflit, il est là quand même, non? Alors l'essentiel du conflit, j'ai envie de dire, était là, puisque en raison de la guerre menée par Israël contre les différentes factions, ça a réveillé une guerre. Ça a réveillé une guerre régionale, absolument. Et que ce soit au nord contre donc le Hezbollah soutenu par Téhéran et donc basé au Liban, le Hamas qui est également soutenu par l'Iran, et puis on voit d'autres proxys supplétifs iraniens, que ce soit les Houthis au Yémen ou certaines factions. Les 6 armées de Téhéran en dehors de l'Iran. Exactement, et il y a également les factions en Irak ou en Syrie qui aujourd'hui se sont complètement déstabilisées par l'offensive qu'a menée le gouvernement de Netanyahou. Mais ça reste la principale menace, et aujourd'hui c'est la nucléarisation de l'Iran qui inquiète énormément Israël, et donc ça reste l'ennemi juré de l'État israélien. Conflit régional, enjeu mondial, on voit bien comment les États-Unis s'en mêlent à chaque fois. Oui, les États-Unis sont effectivement l'allié principal d'Israël, et on voit aujourd'hui une nouvelle donne avec le président Trump qui finalement, alors que le gouvernement israélien avait contribué à la marginalisation des Palestiniens, de quasiment les effacer, puisque le projet de Trump sur Gaza est finalement correspond à délirant et à un nettoyage ethnique. On veut effectivement faire partir ces populations civiles ailleurs. Donc c'est effectivement très inquiétant. Et on est très inquiet, et une façon d'essayer de vivre avec cette inquiétude, c'est de comprendre. Et pour comprendre, on peut lire ce grand atlas 2025 que vous avez dirigé et qui vient de sortir. C'est chez Autrement et France Info. Je donne toujours, peut-être depuis le début de la semaine, mais il faut que je tombe sur les bonnes pages, à voir un tout petit peu ce grand atlas. Allez, zou. Voilà, exemple dans les bonnes pages. Regardez, c'est hyper coloré, les textes sont courts, c'est extrêmement plaisant à lire, et la cartographie qui est signée Cécile Marin rend cette lecture encore plus agréable. Merci beaucoup, Franck. On se retrouve demain ? Avec plaisir. Allez, on va attaquer un autre chapitre demain, et on va poser la question suivante. Comment s'appelaient les lois qui privaient les Noirs de droits et de libertés fondamentales aux États-Unis jusqu'au milieu du XXe siècle ? Pour l'instant, grand oral, Linda Bali. Linda, il y a ce livre, c'est Où est-il, cette éducatrice au pays des merveilles, petit clin d'œil à... Pourquoi d'ailleurs le clin d'œil à Alice ?
Parce que le monde des enfants est merveilleux et à un moment donné, déjà le monde des enfants, de travailler avec les enfants, c'est merveilleux. Et à un moment donné, en tant qu'éducatrice, je me demandais si j'étais justement dans ce monde merveilleux de l'enfance ou ce monde assez catastrophique de penser aider l'enfant et là où on fait un peu le contraire. Donc c'est un peu ce contraste et cette chute un peu que vit aussi Alice, qu'on peut vivre en tant qu'éducatrice. Les impliqués, c'est l'éditeur. Il y a aussi un film? Oui, un court-métrage, exactement, un documentaire. Dites-nous un mot de ce docu. Donc, ce documentaire que j'ai tourné cet été, que j'ai terminé de tourner, qui s'appelle Inéyon, et qui trace aussi mon travail d'éducatrice spécialisée en prenant appui sur le parcours d'une jeune fille qui a été confiée à l'aide à l'enfance. Et j'ai voulu faire ce documentaire justement pour montrer l'importance de travailler avec les parents, ce qui se perd complètement depuis des années et des années. Les parents faute de temps, faute de moyens, parce que le système ne l'autorise plus. Exactement, et je rajouterais, si vous me le permettez, faute de considération aussi. Voilà, comment on considère aujourd'hui les parents, comment on considère les parents à partir du moment où l'enfant est confié. On ne voit plus comme des alliés, mais comme des... Absolument, très juste. Comme des coupables. On ne voit pas la suite. D'ailleurs, vous le dites, je vous cite de mémoire, pardon. Mais quand vous dites qu'en fait, la première chose, notamment quand un enfant est retiré à ses parents, à laquelle on devrait penser, c'est au retour. Ça devrait habiter toute l'action, si je me souviens bien, c'est ça. Exactement. Et qu'on ne fait plus du tout. Qu'on ne fait plus du tout. Comme je dirais, même avant de confier un enfant à l'aide à l'enfance, l'article 375 du Code civil indique bien qu'il faut d'abord voir les solutions dans la famille. Et ça ne se fait absolument pas. Depuis 2001 déjà, moi où j'exerce, on ne cherche plus du tout. Par faute de temps, et alors c'est compliqué de trouver ailleurs parce que les foyers, il n'y a pas de place. Vous passez, alors votre vie quand même d'éducatrice, c'est de passer sa vie au téléphone, de s'entendre dire non. Alors vous le racontez avec beaucoup de, de joie et de bonne humeur. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est pas désagréable à lire quand on vous lit. On est juste ébahi de ce qu'on lit, mais c'est une tuerie aussi de documents administratifs à remplir, Exactement. Tout à fait. Des montagnes, quand vous faites pas les choses. Et le tout dans une urgence considérable. Parce Exactement. Que parfois, il est 19h quand l'enfant arrive et ce serait bien qu'il ne dorme pas... qu'il dorme quelque part. Exactement. Et c'est pour ça qu'on perd le sens de notre travail, parce que moi, j'ai choisi d'être éducatrice pour être sur le terrain. Alors, d'être derrière un bureau, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent derrière un bureau, c'est bien, mais c'est pas notre travail, il ne se situe pas ici. Vous avez entendu beaucoup de Mozart Exactement, toutes les mélodies, je les connais, je m'en sers différemment aujourd'hui. On regarde un petit extrait du film ? Avec plaisir. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir confiance, justement, dans le travail d'éducatrice que j'ai mené avec toi ? Je pense que j'ai senti la sincérité. J'ai senti la sincérité parce que tu as tenu compte de l'aspect culturel tout de suite. Il n'y avait pas de sous-entendu et je pense que tu as aussi, en tout cas avec moi, tu avais un franc-parler. Moi, je ne le voyais pas comme c'est une institution qui me protège, je le voyais comme c'est des personnes qui me protègent. Parce que je voyais des gens, il y avait l'assistante familiale avec toute la famille, il y avait toi, il y avait aussi ma prof de français et je me sentais vraiment protégée par des personnes. Inna Bali, extrait de ce film que vous avez tourné en plus du bouquin. Dans les postures que vous suggérez, vous dites pas de pitié, mais une empathie mesurée. C'est subtil comme différence. Je me permets. Exactement. Alors ça, je l'ai écrit après quelques années d'expérience et j'arrive aujourd'hui à l'exercer de cette manière-là parce que quand on arrive dans une situation extrêmement compliquée, d'un enfant en souffrance, on est pris de suite, en effet, par une forme de pitié, alors que c'est pas ce qu'attend l'enfant. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas, c'est pas ce qu'attend même la famille, et surtout, ils vont le ressentir très rapidement, et une fois de plus, ça va venir fausser la relation. Donc, on met nos émotions un petit peu de côté, et on est là pour l'enfant et pour les parents. Donc, il y a quand même l'empathie qui envoie un message on joue dans le même camp. De respect, de considération, d'honnêteté, de transparence. Vous dites d'ailleurs que la complexité, c'est pas de gérer ses émotions, c'est de savoir ce qui est l'ordre d'un transfert d'une émotion refoulée de ce qui se joue pour soi dans l'histoire de l'autre, je vous cite. Tout à fait. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait défaut aujourd'hui dans le système de protection de l'enfance, c'est que tout est mélangé. On a des travailleurs sociaux, des professionnels qui transfèrent beaucoup, qui mélangent leurs affects, leurs émotions à des décisions, à des situations complexes. Et ça mériterait de venir d'ailleurs un petit peu réfléchir à la formation des travailleurs sociaux et je pense même d'injecter un peu plus de travail sur soi, de compréhension de qu'est-ce qui nous amène à faire ces métiers d'humain à humain. Il y a un moment où le stress, les sollicitations incessantes, les urgences, on ne peut plus se poser. Vous finissez par faire un burn-out. Je vous dis tout, comme lecteur, on n'est pas super surpris
Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est un peu fait exprès. Exactement. Mais vous, en revanche, et vous le décrivez très très bien, vous ne le voyez pas venir parce qu'il faut faire. Et vous ignorez à peu près tous les signaux d'alerte que votre corps vous envoie, enfin voilà. On est comme dépendant. On est vraiment, et c'est pour ça que je parle même, je me permettais d'employer ce terme de comme un toxicomane qui a besoin de sa dose en fait. Et c'est bien évidemment après que je m'en suis rendu compte. Mais on est comme dépendant. On a des situations d'enfants, des situations de parents en souffrance qui nous attendent. Et le matin, même si on est fatigué, même si on est pris par plein de tensions, etc., on pense d'abord à ses familles et on y va. Et on n'a pas le temps de penser à soi. Et c'est ce qui mérite aujourd'hui, en tout cas, et c'est comme ça que je travaille depuis quelques années, de vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment savoir couper. Exactement. Et réussir à couper, ce qui est quand même pas évident. Vous rapportez une scène saisissante à un moment donné. Alors c'est un petit peu autre chose. C'est une jeune fille qui ment en se disant victime de maltraitance. Elle est prête à tout pour se retrouver de nuit dans les bras de son petit ami en envoyant sa mère et son père en garde à vue. Une histoire incroyable et qui vient... même sa mamie à l'hôpital d'ailleurs. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est une histoire parmi d'autres qui arrive comme ça où là, il y a le sens de la vérité qui vient faire surface et de se dire en tant qu'éducatrice, en effet, qui on est pour se dire elle ment pas, on a compris son petit jeu, etc. Et puis d'accueillir malgré tout toute la souffrance de cette maman et tous les professionnels que ça a pu engager dans cette affaire. C'est face à un deuil, c'est même au milieu d'un deuil que vous découvrez votre surinvestissement professionnel. C'est un chapitre très poignant. Exactement. Exactement, où la réalité Racontez-le, parce que tout le monde n'a pas lu le livre. D'accord. Pas encore, ça va venir. Pas encore, ça va venir. En effet, donc à l'âge de... Mon fils avait 8 ans quand il perd son papa. Et je reçois, donc en plein milieu de l'après-midi, un SMS pour m'en avertir. Et je suis en route d'ailleurs pour aller le chercher à l'école, mais entre deux. C'est-à-dire que je quitte mon travail pour aller le chercher à l'école, l'amener au sport et retourner au travail, puisque je ne peux pas faire autrement. Et là, j'apprends en effet le décès du papa de mon fils et je mets beaucoup de temps. Beaucoup de temps à me décrocher de mon travail. Je gère à la fois, en effet, toute l'organisation pour faire au mieux pour mon enfant, sans pouvoir me détacher de toutes les situations que j'ai à gérer sur le moment. Et je veux à tout prix m'assurer que tout le monde ira bien, alors que moi, je commence à aller mal et que mon fils va très mal. Et vous continuez, c'est effectivement là où vous parlez de ce côté addictif et accro, quasiment toxico de ce métier. Exactement. À un moment donné, vous vous dites, je ne vais plus pouvoir garantir de manière catégorique, véridique aux enfants que leur enfant sera bien accueilli. Et là, vous dites... Là, il faut faire la pause. Oui, je ne peux plus garantir aux parents, en effet, que dans cette maison d'enfants, dans cette famille d'accueil, puis même dans cette institution, l'enfant va être bien accueilli, bien traité. Et c'est ce qui se passe. Et là, c'est pas possible pour moi. Et c'est en effet une limite, parce que ça touche mes valeurs, ça touche mon éthique professionnelle, mon honnêteté. Et je ne peux pas, en effet, ne pas dire aux parents ce qui se passe pour leur enfant. Donc, à partir de là, c'est aussi un clignotant où je me dis qu'il faut réfléchir autrement. Et alors finalement, je quitte une première fois, en effet, l'aide sociale à l'enfance, pour plein d'autres raisons aussi, mais quand on se sent plus, même nous, je dirais, accueillis, représentés, considérés, je ne suis pas là pour changer le monde. Par contre, je suis là peut-être pour faire autre chose, autre part et autrement, et c'est ce que j'ai décidé de faire, oui. Et ce autre chose, c'est notamment... Et ce autre chose, c'est l'écriture. C'est notamment l'écriture, et c'est notamment ce très beau, vous l'aurez compris, éducatrice au Pays des Merveilles. Merci beaucoup, Linda Bali. Vous allez rester avec nous si vous voulez bien, mais ça a été publié aux éditions Les Impliqués. Et c'est, il y a écrit récit, mais ça tient à la fois parfois de la poésie, de la tranche de vie, le tout servi par une plume tout à fait magnifique. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi, cher Franck, vous avez cédé la place à Amélie Paris, puisque c'est aujourd'hui jour d'année collège. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrillo, en REP+, Paris 18e, et vous observez les années collège à partir de votre poste. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'éducation média et d'information, encore qu'on pourrait, mais enfin bref, mais on va parler foot à l'occasion des derniers matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est ce soir et vos collégiens supporters ne quittent pas leur maillot. Mais oui, je ne vous cache pas que l'effervescence était ces derniers temps à son maximum, alors dans la cour, dans les couloirs, évidemment jusqu'au CDI du collège avec les derniers matchs, et particulièrement avec
celui d'hier, puisque les élèves supportent le PSG. Voilà, soutiennent en grande partie le PSG, même sans Kylian Mbappé. Et c'est donc souvent le maillot de ce club qu'il porte fièrement avec ou sans le nom et le numéro d'un joueur. Et vous vous y êtes intéressé à ces numéros, et comme vous aimez les histoires, vous allez nous raconter l'histoire des numéros sur les maillots de foot. Et oui, alors c'est grâce à l'historien du sport Fabien Archambault que j'ai tout compris, enfin je crois. Alors ça vient au départ des États-Unis où les retransmissions en direct à la radio, notamment des matchs de baseball, se sont le plus rapidement développées. C'est donc au départ une demande des journalistes qui devaient décrire rapidement ce qui se passait, les actions qui se passaient sur le terrain, et ça grâce aux numéros. On met des numéros sur les maillots, ils les reconnaissent. Oui, exactement. Alors la question va évidemment très vite se poser en Europe, notamment en Angleterre avec le championnat professionnel le plus développé, et c'est le club d'Arsenal qui, dès 1928, introduit les numéros pour que les reporters de la BBC, cette fois, puissent plus facilement commenter. Mais vous, le fan de foot que je suis, ignorait absolument cette histoire. Comment on choisit qui porte quel numéro? Alors, le club d'Arsenal va partir du gardien de but, qui porte donc le numéro 1, et on remonte comme ça jusqu'au numéro 11. Alors, ce système de notation se généralise très vite en Angleterre et ailleurs en Europe, avec des numéros spécifiques pour chaque poste. Le numéro 10, c'est le meneur de jeu. Ouais. Alors, en tant que fan de foot, est-ce que vous avez un numéro 10 célèbre? Moi, le numéro 10 de mon enfance, c'était Michel Platini. Okay. Alors le numéro 9 c'est l'attaquant, le numéro 5 c'est le défenseur central. Le libéro. Le numéro est donc entré dans la culture du foot puisqu'il suffit au départ donc juste à comprendre quelle place le joueur occupe sur le terrain. Alors il était au départ placé sur le devant. Et, et en fait, c'était pas assez visible, donc il est passé à l'arrière. Et puis pour les équipes nationales, il faudra attendre 1954 quand la Coupe du Monde est organisée en Suisse pour voir les numéros apparaître sur les maillots. Ok, alors aujourd'hui, puisque vous nous parlez de numéros, on constate quand même qu'ils sont associés à des noms. Il y a aussi une individualisation du numéro plus que du poste. Oui. Alors l'ajout du nom vient également des États-Unis. Dans les contrats, je veux garder le numéro tant. Oui, alors je vais vous raconter des choses. Mais au départ, ça vient quand même des États-Unis. L'ajout du nom. Alors là, c'est plutôt dans le monde du basketball. Et ça remonte aux années 60. Alors avant, comme je le disais, les numéros ont donc été fixés en fonction de son poste, sa place dans l'équipe. Aujourd'hui, les joueurs portent un numéro associé à leur poste, mais aussi associé à leur personnalité. C'est le cas de Cristiano Ronaldo, qui porte le numéro 7, qui lui vaut, voilà, vous savez tout. Alors, il a commencé avec le numéro 7 à Manchester United. Puis il a pris le numéro 9 quand il est arrivé au Real Madrid, parce que Raoul portait déjà le numéro 7. Mais au départ du joueur espagnol, il a récupéré son numéro 7, qu'il portait après à la Juventus, qu'il porte encore aujourd'hui dans son club actuel et qu'il porte aussi en équipe nationale du Portugal. Et alors Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, c'est exactement la même chose. Alors en quittant le PSG pour le Real, il abandonne son numéro fétiche, le 7 occupé au Real par Vinicius. Donc il prend le numéro 9 que le club avait mis de côté, c'était le numéro de Benzema. Le club lui avait mis de côté ce numéro-là parce qu'ils espéraient bien, ils savaient bien qu'il allait arriver. Bon, alors comme le 7 c'était celui de Ronaldo, il est tentant quand même, non? Mais oui, alors on imagine que si Vinicius partait avant, Kylian Mbappé récupérerait certainement le numéro 7, exactement comme son idole Cristiano Ronaldo. Alors certains numéros ne sont plus jamais portés dans certains clubs en hommage à des joueurs comme le 10 de Maradona à Naples, le 3 de Maldini à l'AC Milan ou encore le 5 de Beckenbauer au Bayern. Kaiser qui nous fit tant de mal un soir de 1976. Bref, c'est pas grave. Toute une enfance, vos élèves, les supporters en général, ils rachètent des maillots à chaque transfert, donc ça devient un vrai business. Un vrai business très très rentable pour les fédérations et pour les clubs. Évidemment, surtout en ce moment avec le PSG ou le LOSC, avec évidemment leur arrivée en 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors, il faut savoir que le PSG, avant l'arrivée de Neymar, vendait environ 100 000 maillots de foot par an. Et après le passage du Brésilien, il en vend, et encore aujourd'hui, plus d'1 million par an. Et il est avec l'OM et l'Olympique lyonnais, le club qui vend le plus de maillots en France, et semble donc avoir atteint son but. Amélie, merci beaucoup pour cette histoire dont j'ignorais pas totalement tout, mais quand même énormément. C'est tout à fait passionnant. Et puis on souhaite bonne chance aux Dogs lillois ce soir contre Dortmund. C'est jouable. Merci beaucoup. Merci. Allez, il faut que Jonathan David, elle voulait que je dise que le numéro 9 de Jonathan David marque un but. Jonathan, il faut marquer, c'est Amélie qui demande. Linda, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Éducatrice au Pays des Merveilles, c'est aux éditions Les Impliqués, très beau livre à lire. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation. Un formidable réalisateur qui nous a accompagnés toute la semaine et qui est Ulysse Touré. Merci Ulysse. Vous restez sur School TV et vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.